Alors pour deux raisons. La première, c'est que j'ai une affinité avec la Russie suite à pour des raisons familiales, parce que j'ai adopté une petite fille russe il y a une vingtaine d'années, elle a aujourd'hui 24 ans, et ça m'a valu la nationalité russe. Et depuis donc une vingtaine d'années, je m'intéresse particulièrement à la façon dont les médias occidentaux parlent de la Russie. Puis la deuxième raison, c'est évidemment la crise ukrainienne. Lorsqu'elle a éclaté à la suite des révoltes de Maïdan en février 2014, en février l'an dernier, et on a assisté partout en Europe à une espèce de déferlement d'hystérie anti-russe, je me suis dit, mais c'est plus possible. On ne peut pas laisser la presse occidentale se fourvoyer de cette manière et être aussi unilatérale, être aussi biaisée dans la manière dont elle rapporte les événements qui concernent la Russie. Et c'est ce qui m'a incité à écrire ce livre et à, au fond, essayer d'analyser la russophobie et les raisons de la russophobie occidentale. Alors, pour moi, la russophobie remonte à Charlemagne, c'est-à-dire date déjà d'avant, finalement, d'avant la création de la Russie, d'avant la naissance de la Russie, parce que Charlemagne, en construisant, enfin, en établissant son empire occidental, est le premier empereur, le premier souverain occidental qui est entré en rivalité géopolitique avec l'Orient, c'est-à-dire avec le monde gréco-byzantin. Et cette rivalité géopolitique a ensuite entraîné le schisme entre orthodoxes et catholiques, entre Rome et Constantinople, enfin 2 siècles plus tard, et avec l'émergence du Saint-Empire romain germanique à la fin du Xe siècle. Et cette rivalité politique et ensuite religieuse a été à la base de toute une série de préjugés, de poncifs, de lieux communs d'abord contre Byzance. Il suffit de faire référence au césaropapisme, au fait que les théologiens du pape, par exemple, critiquaient les Grecs en disant « Ah, mais c'est des sous-développés, c'est des barbares parce qu'ils ne savent pas le latin ». Toute une série de clichés se mettent en place, clichés qui seront repris à propos des Russes lorsqu'après la chute de Constantinople au XVe siècle, en 1453, les Russes vont reprendre l'héritage politique et spirituel de Byzance. Tous ces clichés, tous ces préjugés vont se transférer sur la Russie. Et lorsque la Russie redevient une grande puissance européenne après Pierre le Grand, eh bien on va voir réapparaître tous ces clichés. Oui, il y a une russophobie française en sens que la France a été le premier grand pays à devenir russophobe. La France a eu des phases de russophilie. Par exemple, Voltaire au XVIIIe siècle, Diderot à ses débuts était très favorable à la Russie. Il défendait l'idée du despotisme éclairé de Catherine II. Mais là, pendant tout le XIXe siècle, enfin depuis la fin du XVIIIe siècle jusqu'en 1870, jusqu'au fond à la création, à l'établissement du Deuxième Reich par le couronnement du Kaiser à Versailles, eh bien la France a été extrêmement russophobe. Ça a commencé sous Louis XV qui, avec l'aide de Polonais, a établi, a créé de toutes pièces le faux testament de Pierre le Grand qui a servi à Napoléon en 1812 comme justificatif à l'invasion de la Russie par ses troupes. Et ce faux testament prétendait que la Russie voulait, au fond, annexer, s'emparer de l'Europe, de la France, de la Prusse, etc., tous les États à l'époque. Donc c'est là qu'est né le mythe de l'expansionnisme russe qu'on retrouve aujourd'hui dans le langage de l'OTAN, dans le langage des Européens aujourd'hui en 2015. Et la France a joué ce rôle. Elle a ensuite porté le débat sur le plan des idées en défendant une théorie, disons, libérale avec Tocqueville notamment, avec Custine aussi, défendant l'idée que la Russie était un despotisme non plus éclairé, mais un despotisme oriental, avec l'arrivée sur le trône de Nicolas Ier dans les années 1820. Et cette russophobie française s'appuie au fond sur des thèses très, très libérales pour contester justement
la Russie, qui était pour eux l'archétype de la tyrannie. Alors, la russophobie anglaise a commencé aussitôt après 1815. Dès que Napoléon a été battu, grâce d'ailleurs aux Russes, c'est les Russes qui ont d'abord battu Napoléon après la campagne de Russie, et non pas les Anglais, mais les Russes et les Anglais étaient alliés contre Napoléon. Et aussitôt la France battue, l'Angleterre s'est retournée contre son ancien allié russe et a commencé à développer une russophobie extrêmement agressive, au nom, au fond, des désirs, enfin des ambitions impérialistes anglaises, parce que l'impérialisme anglais, dès le début du 19e siècle, s'est au fond confronté à la Russie. Les Anglais avaient une peur absolument bleue que les Russes descendent en Méditerranée et descendent aussi dans le centre de l'Asie centrale et coupent au fond l'Empire des Indes les routes commerciales avec l'Empire des Indes de Londres donc aux Indes, à travers la Méditerranée. Et ça a généré, c'est ça qui a été au fond le moteur de la russophobie anglaise, qui a repris un peu les théories françaises en s'attaquant notamment au despotisme russe, en défendant l'idée de démocratie. Mais dans l'utilisation qu'en ont fait les Anglais, la démocratie était une pure instrumentalisation, en ce sens que les Anglais, pendant tout le XIXe siècle, ont soutenu le pire despote qui soit, c'est-à-dire le sultan ottoman d'Istanbul, qui était vraiment l'incarnation même du despote oriental. Ils n'avaient aucune honte à le faire, alors qu'ils critiquaient le tsar comme étant lui-même un tyran, alors qu'effectivement, même le régime tsariste était moins tyrannique que le sultan ottoman. Ce qui montre bien que, au fond, les critiques, entre guillemets, sur l'absence de démocratie russe étaient un pur outil de la propagande anglaise et n'avait rien à voir, au fond, avec une conviction profonde de vouloir défendre réellement la démocratie. La russophobie allemande a commencé tard, elle a commencé à la fin du XIXe siècle, quand l'Allemagne a réalisé son unité, a fondé le Deuxième Reich. À partir des années 1890, l'Allemagne s'est sentie à l'étroit dans ses frontières. Elle a voulu conquérir des colonies comme la France et l'Angleterre, mais malheureusement l'Afrique et l'Asie étaient déjà quasiment tout occupées et l'Allemagne a été frustrée au fond du fait de ne pas avoir pu développer de colonies à l'étranger. Et c'est à partir de ce moment qu'elle a développé cette thèse, cette théorie du Lebensraum, l'espace vital, dont elle avait prétendument absolument besoin, et qu'elle a situé cet espace vital nécessaire pour elle en Europe de l'Est, c'est-à-dire du côté de la Biélorussie et de l'Ukraine, c'est-à-dire chez les Russes. Et c'est alors que ces thèses sont développées et que la Première Guerre mondiale a éclaté. Les objectifs allemands de la Première Guerre mondiale, c'était justement de conquérir cet espace vital à l'Est, c'est-à-dire en Russie. Ce qu'elle a réussi à faire pendant quelques mois en 1918, après la capitulation russe suite à la révolution de 17. Et Hitler, évidemment, a repris cette théorie du Lebensraum en la portant au fond à ses plus extrêmes. Et quand il a déclaré la guerre en 1941 à Staline, enfin aux soviétiques, il a voulu recréer cet espace vital en liquidant, lui, alors carrément les populations slaves, comme ça a été établi historiquement. Donc l'Allemagne a commencé tard dans sa russophobie, mais elle a fait très très fort en revanche en matière d'intensité russophobe. Alors, ce qui est fascinant de constater, effectivement, dans la manière dont les médias, les grands médias occidentaux, parce qu'on trouve aussi des médias en Occident qui sont critiques et qui essayent de faire l'équilibre dans l'information sur la Russie. Mais ce discours se construit à travers deux manières. D'abord, il y a la diabolisation de Poutine. Donc, ça donne l'impression que Poutine est l'incarnation du mal absolu, c'est le méchant
parfait, et chaque épithète qu'on lui colle est toujours négative. C'est toujours l'espion Poutine, le kleptocrate Poutine, l'expansionniste Poutine, le despote Poutine, le Poutine anti-gay. Enfin, chaque adjectif est toujours négatif. Et ça, c'est une manière justement de le diaboliser, comme si c'était lui qui était responsable de tout ce qui allait mal dans le monde. Ça, c'est une première. Et si on regarde la une des magazines, on compare Poutine à Hitler, on compare Poutine à Staline. Il faudrait d'abord se mettre d'accord, parce que soit il est Staline, soit il est Hitler, mais il ne peut pas être les deux en même temps. Mais si on regarde les unes de magazines, même de magazines comme l'Express, on voit Poutine n'est pas Hitler, mais 30 petits points. Donc c'est absolument fascinant de constater comment la presse, au fond, se livre à ce type de caricature de la réalité, sans essayer du tout d'expliquer, de mettre en situation, de reconstituer les contextes, etc. Et puis la deuxième chose, c'est l'élaboration d'un discours très sophistiqué qu'on peut revoir à travers les siècles. C'est fascinant aussi de constater que le Times de Londres, juste avant que les Anglais déclarent la guerre de Crimée en 1853, le Times de Londres décrit la Russie du tsar exactement dans les mêmes termes que le New York Times de 2014 attaque la Russie. C'est la Russie toujours expansionniste, despotique, pas démocratique, qui opprime ses minorités, qui torture les pauvres Tchétchènes. Pendant la guerre de Tchétchénie, c'est aussi absolument remarquable de constater que la sympathie de la presse occidentale va aux terroristes islamistes tchétchènes et non pas aux Russes. Elle n'arrête pas de critiquer le gouvernement russe comme étant responsable au fond des malheurs de la Tchétchénie, et toute sa sympathie va aux rebelles islamistes dont on sait qu'ils étaient en relation avec Al-Qaïda. C'est les mêmes rebelles, la même mouvance qui a créé le 11 septembre 2001. Et pourtant, on continue, quand il s'agit de la Russie, à soutenir les rebelles islamistes tchétchènes. Donc c'est toute cette élaboration de ce discours à travers la diabolisation de Poutine et la condamnation au fond systématique de la Russie. Chaque fois qu'on parle de la Russie, prenons la loi sur la loi soi-disant anti-gay, la loi LGBT russe, exactement la même disposition que par exemple la loi de l'État d'Utah où ont eu lieu les Jeux de Salt Lake City il y a une quinzaine d'années. Les mouvements LGBT américains n'ont jamais critiqué cette loi mormone de l'État d'Utah pendant les JO de Salt Lake City. Or, on n'a pas cessé de dénoncer la loi exactement, donc la même dans ses dispositions, la loi russe sur la protection, sur l'interdiction de la propagande gay pour les mineurs. Moi, je ne suis pas partisan de ce type de loi, mais c'est quand même remarquable de constater la différence de traitement entre les uns et les autres. L'Arabie saoudite décapite les homosexuels. Il n'y a pas un mouvement LGBT qui condamne l'Arabie saoudite. Il n'y a eu aucune protestation. Alors que jamais dans son histoire, la Russie n'a condamné en prison, il n'y a pas de prisonniers de gens en prison qui ont été condamnés à cause de l'homosexualité en Russie, et encore moins évidemment de décapitation, puisque la Russie, contrairement aux États-Unis, n'applique pas la peine de mort. Donc tous ces éléments sont toujours oubliés, et c'est ça qui constitue ce discours vraiment particulier des médias occidentaux contre la Russie. Alors, il ne s'agit pas évidemment de justifier tous les comportements russes et de justifier tout ce que fait M. Poutine. Personnellement, ce n'est absolument pas ce que je veux dire, mais simplement ce que j'ai constaté en examinant même l'histoire récente, c'est qu'en fait, la russophobie des médias et de l'establishment politique occidental est parfaitement indépendant de l'attitude de la Russie. On prend prétexte de prétendus comportements russes pour la justifier, mais en réalité, c'est tout à fait indépendant. Par exemple, la thèse de l'expansionnisme. Si vous regardez ce qui s'est passé depuis 25 ans, c'est la Russie qui, de son propre chef,
a mis fin au régime communiste. Elle l'a fait elle-même sous Gorbatchev et ensuite avec Yeltsin. Ça n'est pas du tout les Occidentaux qui ont mis fin au régime communiste. Elle a mis fin pacifiquement à ce régime et en plus elle s'est retirée de tous les territoires que la Russie soviétique occupait. Elle a donné son indépendance à 15 nouveaux pays sans effusion de sang. Elle s'est absolument retirée. Et malgré tout ça, alors que l'OTAN, qui avait promis qu'elle n'entrerait pas dans ces pays après le retrait des troupes soviétiques, au contraire, les a gobés les uns après les autres. Donc on voit en fait une annexion de ces pays par l'OTAN. Les Russes sont retirés pacifiquement, mais qui accuse-t-on? On accuse tout le temps la Russie d'être expansionniste. Il suffit pourtant de regarder une carte pour voir que c'est un mensonge complet. Et alors on attire l'attention sur la Transnistrie, sur les petites régions qui comprennent de fortes minorités russes et qui n'ont pas accepté de se faire moldaviser ou géorgifier, etc., ce qu'on peut aussi comprendre. Surtout que ces pays briment au fond les minorités russes, leur interdisent de parler la langue, d'avoir des écoles, même le droit de vote dans les pays baltes. Il n'y a aucune protestation en Europe sur les mauvais traitements infligés aux minorités russes, alors que la minorité tatar, dès qu'un tatar a un problème, ça fait la une des médias. Alors évidemment, je nie pas. Il ne s'agit pas de nier les problèmes de la minorité tatar, mais il s'agit juste de constater de nouveau la différence de traitement entre une minorité et une autre minorité. Et c'est ça qui me paraît discutable de la part des médias et surtout des hommes politiques, enfin des dirigeants politiques occidentaux. On ne peut pas avoir un double discours constant. C'est un chercheur américain qui s'appelle Andrei Tsigankov qui a montré qu'aux États-Unis, ils sont surtout présents aux États-Unis, mais on les retrouve parce que les relais sont à Bruxelles auprès de l'OTAN et de l'Union européenne. Au fond, il y a trois types de lobbies anti-russes. Il y a le lobby militaire, naturellement, parce qu'ils cherchent à vendre des armes et à imposer la suprématie militaire américaine. Et puis, il y a le lobby énergétique du pétrole et du gaz qui, au fond, cherche à faire main basse, ou en tout cas s'assurer le contrôle des ressources énergétiques. On l'a vu en 2003 quand Khodorkovsky a essayé de brader son empire pétrolier aux multinationales du pétrole américaines et que Poutine a mis le holà. Ça a été un déchaînement d'agressivité anti-russe. On a présenté Khodorkovsky comme un héros de la démocratie alors que c'était un oligarque égal, sinon pire que les autres. Donc on l'a complètement blanchi et occidentalisé en faisant un parangon de résistants anti-Poutine, ce qui n'était absolument pas le cas. Donc ce lobby est très puissant. Puis le troisième lobby, c'est le lobby polonais et balte. La diaspora polonaise et balte très puissante aux États-Unis, aussi en Angleterre, et elle se bat avec toute l'agressivité possible contre la Russie parce qu'elle espère obtenir des avantages de défense avec le parapluie de l'OTAN et puis des avantages économiques avec les subventions européennes. En diabolisant la Russie, ça permettait de justifier des subventions et une adhésion rapide à l'Union européenne. Peut-être encore un mot sur la russophobie américaine. Je pense qu'on aurait tort de décrire une Amérique russophobe, entièrement russophobe et qui n'aurait qu'un désir, au fond, c'est de subjuguer la Russie. Parce qu'aux États-Unis, il existe effectivement des conflits, des conflits de pouvoir entre les différentes branches du gouvernement, les différentes sensibilités politiques, etc. Mais ce qui est remarquable aux États-Unis, c'est que la Russie est toujours un argument pour essayer d'obtenir du pouvoir. C'est-à-dire que si les lobbies ne sont pas d'accord entre eux, ils se font parfois la guerre, ils utilisent toujours la Russie comme un argument, soit pour attaquer l'autre en disant « mais vous n'êtes pas assez anti-russe, vous faites trop de concessions à Poutine donc il y a une espèce de surenchère dans leur conflit entre eux et qui utilise la Russie dans ce sens-là. Obama, par exemple, est toujours critiqué
par certains lobbyistes républicains en disant « Ah, mais vous faites trop de... Le président fait beaucoup trop de concessions à cet affreux Poutine. » Mais ça peut aussi être des cas inverses. Donc chaque fois, la Russie, au fond, sert des objectifs de politique intérieure américaine. Et ça, c'est aussi un élément à prendre en compte. Ce qui est intéressant de la russophobie américaine, c'est qu'elle s'est déclenchée après 1945, exactement dans les mêmes circonstances que la russophobie anglaise en 1815. Dès que la guerre mondiale a été gagnée contre les nazis, les Américains sont retournés contre leurs alliés russes, comme les Anglais en 1815. Ça a été en quelques mois, ils sont retournés, alors même que le Time, que les magazines américains mettaient Staline, mettaient le maréchal Zhukov en une en les décrivant comme des héros de la lutte anti-nazie. En quelques mois, c'est devenu des ennemis des affreux communistes, etc. Alors qu'eux-mêmes, ils n'avaient absolument rien changé. Ils n'étaient pas plus communistes après 1945 qu'avant. Donc ça montre comment cette propagande s'est déchaînée une fois la victoire obtenue, dans le but justement de s'assurer la suprématie, ou le contrôle en tout cas, de l'économie mondiale. Je ne pense pas qu'on puisse parler d'obsession, mais il y a en tout cas une constante qu'on remarque dans la littérature géopolitique américaine, parce que toute la géopolitique américaine, et anglaise d'ailleurs, s'est inscrite contre la Russie, à cause de l'histoire du grand jeu qu'on a évoqué tout à l'heure entre les Anglais et les Russes au XIXe siècle, et puis à partir de 1945, avec la guerre froide. Et au fond, les Américains, qui sont une île, c'est une très grande île, mais c'est une île, sont toujours obsédés par la maîtrise du territoire, parce qu'une île sans port et une île sans marché, c'est-à-dire sans consommateur, ça ne sert à rien. Donc il faut pouvoir installer sa puissance sur les continents qui sont les plus peuplés en ressources et en consommateurs. Et donc la maîtrise de l'Eurasie, puisque c'est là où se concentre la majeure partie de la population mondiale, est absolument vitale. Et la hantise des Américains, c'était de pouvoir maîtriser, s'assurer la maîtrise de cette Eurasie. Et dans cette vision-là, la Russie a toujours fait obstacle, puisqu'elle est à cheval entre l'Europe et l'Asie précisément. Donc si on lit les géopoliticiens américains, puis le dernier d'entre eux, Zbigniew Brzezinski, qui a écrit Le Grand Échiquier, qui a paru en français en 1996, on voit très bien qu'il dit des choses absolument clairement. Il dit qu'il faut démanteler la Russie, il faut la casser en 3 pays, c'est un pays trop grand, il faut la diviser en 3, une Russie pacifique, une Russie asiatique et une Russie européenne, comme ça évidemment on peut mieux la maîtriser, et il faut surtout s'emparer de l'Ukraine. L'Ukraine, c'est considéré comme le pivot essentiel de la puissance russe en Europe, donc il faut absolument que l'Ukraine entre dans l'OTAN et dans l'Union européenne. C'est écrit 15 ans, enfin 17 ans avant 2014, donc, avant que l'Ukraine bascule du côté européen l'année dernière. C'est tout à fait clair. Donc il faut que l'Ukraine tombe dans le giron occidental pour pouvoir casser la puissance russe en Europe. C'est noir sur blanc, M. Brzezinski vit toujours, il est toujours très influent, très écouté dans tous les think tanks américains, il dialogue avec Hillary Clinton qui a traité Poutine de Hitler, donc on voit quand même un réseau très puissant, et si ce n'est pas une obsession, en tout cas comment je dirais, une hyper-attention des États-Unis, en tout cas des grands lobbies américains contre l'émergence de la puissance russe qu'il faut absolument contenir. Alors, il a paru en Suisse, et en Suisse, il a reçu, je dois dire, un accueil qui, comme on dit en Suisse, qui m'a déçu en bien, c'est-à-dire qui était plus positif que ce à quoi je m'attendais, en sens que les médias ont plutôt bien réagi, bien que, justement, je critique leur discours et je démonte leur discours. Bon, c'est peut-être dû parce que le fait, ça fait 35 ans que j'exerce certaines des responsabilités dans le monde des médias suisses, et puis qu'en plus, ma thèse n'est pas du tout une thèse
j'entends d'un excité, c'est vraiment, je ne montre que des faits, et je m'attache qu'aux faits, je cite que des sources au-dessus de tout soupçon, pas de sources russes pour pas être accusé de propagande, de relayer la propagande russe, que des sources des meilleurs journaux, des meilleures publications académiques ou médiatiques américaines et européennes. Donc on ne peut pas contester, ce que je dis. Enfin, les médias ont bien accepté les critiques positives, et puis le public aussi, on l'a réimprimé, donc j'entends, bon, on vient de le faire, il est sorti il y a à peine 2 mois, donc pour le moment ça se passe bien, je ne me fais pas trop d'illusions sur la France qui, à mon avis, est tombée malheureusement dans une espèce de pensée unique qui m'effraie, moi, comme francophone, quand j'étais habitué aux grands débats entre Sartre et Aron pendant les années 70-80, puis que je vois maintenant cette espèce d'unanimisme de la presse, des médias et des politiques français, incapables au fond d'avoir une pensée autonome et de se représenter le monde de façon un peu complexe, de jouer aussi les grands équilibres, par exemple en récupérant la Russie, en faisant un partenaire plutôt qu'un ennemi. Je veux dire, je suis assez sidéré, donc j'attends. Je suis relativement pessimiste sur l'ouverture de mes confrères français à des thèses telles que celle-là. Pourtant, ça mériterait d'être discuté, en tout cas d'ouvrir le débat. Non, c'est pour les raisons que j'ai évoquées, c'est-à-dire à la prégnance de ces préjugés anti-russes qui ressortent à chaque fois et qui sont réutilisés, recyclés constamment. On l'a vu avec la crise ukrainienne. Alors il y a des hauts et des bas, de temps en temps il y a des pauses, je dirais, dans cette russophobie, mais dès que certains gros enjeux sont en cause, on ressort les mêmes arguments et on recycle le discours en l'adaptant à l'époque. Par exemple, la thèse de l'expansionnisme russe est évidemment ressortie avec Maïdan, alors que Maïdan a été un putsch, a été une révolution, un gouvernement illégal s'est instauré après le 22 février, alors même que Laurent Fabius, M. Steinmeier avaient signé des accords avec Yanukovych. C'est quand même extraordinaire de constater qu'on signe un traité un jour et on le jette à la poubelle le lendemain en faisant alliance avec des gens qui ont fait la révolution à Maïdan, qui étaient pour la plupart d'entre eux très sincères, mais aussi ce qu'on commence à voir maintenant, c'est-à-dire aussi des nationalistes qui ont provoqué les incidents qui ont résulté sur un putsch, comme l'histoire va le montrer. Enfin, maintenant, les preuves s'accumulent. Donc, c'est intéressant de voir, de voir ça. Et l'Europe, je crois que là, c'est le problème de l'Union européenne, qui n'a pas de politique étrangère indépendante, qui n'a pas de politique étrangère autonome. Et depuis que la France a adhéré à l'OTAN, la France qui représentait au fond cette alternative à la pensée américaine, à l'OTAN, l'Europe a complètement renoncé à avoir des positions, je dirais, indépendantes et autonomes. Elle s'est mise sous le parapluie américain, non seulement le parapluie militaire, mais le parapluie intellectuel, le parapluie idéologique. On est dans un état de subordination, de suggestion. Il suffit de lire Bernard-Henri Lévy et Georges Soros pour le constater, quoi. Et ça, c'est un peu regrettable parce que je pense que c'est un affaiblissement de l'Europe, c'est un affaiblissement de la pensée européenne. Et c'est aussi dommage pour les États-Unis parce que les États-Unis, il faut reconnaître ceci, sont toujours prêts à accepter le débat. Si on les conteste, c'est possible de contester, c'est possible de tenir un discours alternatif. Malheureusement, on n'utilise pas cette possibilité. Évidemment que non. Si même Henry Kissinger reconnaît cela, il a dit, pourtant on ne peut pas soupçonner Kissinger d'être un pro-russe, lui qui a fait la guerre au Cambodge et au Vietnam contre les soviétiques. Kissinger a dit la haine de Poutine ne forme pas une politique, n'est pas une politique.
Et évidemment qu'il a raison. Mais ça fait partie de cette diabolisation, cette espèce de conformisme de la pensée, consiste à désigner le méchant et une fois qu'il est désigné, à se reposer là-dessus, à ne plus jamais rien remettre en question. Mais la crise ukrainienne, elle couvait déjà depuis longtemps. Au fond, c'est la même crise que la Yougoslavie dans les années, à la fin du XXe siècle, dans les années 90. C'est que l'Ukraine est un pays hétérogène qui regroupe une très grosse minorité russe avec des régions qui n'ont rien à voir historiquement avec l'Ukraine. Je rappelle que la première république ukrainienne en 1918, la fameuse république des nationalistes ukrainiens de Bandera, défendue par l'extrême droite ukrainienne, c'était une toute petite portion de l'Ukraine actuelle. Le Odessa, toute la bande, tous les territoires du sud de l'Ukraine et de l'est de l'Ukraine faisaient partie de la Russie. La Crimée était russe. Crimée est russe depuis 2 siècles. Elle était russe avant la Corse. À ce moment-là, il faudrait donner son indépendance à la Corse, si la France était logique. Si elle ne voulait pas reconnaître le fait, si puisque la France ne veut pas reconnaître que la Crimée est russe. Donc, on est dans ce type de paradoxe, mais c'est évidemment beaucoup plus facile de tout mettre, de charger Poutine pour ne pas avoir ses propres responsabilités. Le traité que l'Union européenne a voulu imposer à Yanukovych en automne 2013 est un traité absolument inacceptable pour l'Ukraine. C'était la mise sous tutelle et le démantèlement de l'économie ukrainienne. C'est pas pour rien qu'Yanukovych, qu'il voulait ce traité, qu'il voulait l'accord avec l'Europe, a dit non et s'est retourné vers la Russie, ce qui a provoqué évidemment la révolution après Maïdan et son départ. Mais si l'Union européenne avait été un peu plus intelligente, avait un peu mieux écouté les inquiétudes russes, tout ça ne serait absolument pas arrivé. La Crimée serait toujours ukrainienne, Donbass, on aurait épargné 7000 vies humaines dans le Donbass, et il n'y aurait pas eu de révolte du Donbass. Simplement, on n'a pas voulu écouter parce qu'on était sûr, la commission de M. Barroso, soutenue justement par les États-Unis, était sûre d'avoir raison. Et voilà où ça a amené à une guerre au cœur de l'Europe qui affaiblit non seulement l'Ukraine et la Russie, mais toute l'Europe. Et c'est ça que je trouve personnellement pitoyable.